Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Vous le savez, le 8 mars de chaque année, nous célébrons la journée internationale de droits des femmes. L'objectif de cette journée particulière n'a pas du tout changé depuis sa création. C'est la célébration des droits acquis et la mobilisation pour l'égalité des sexes. C'est une journée des rassemblements à travers le monde où des groupes, des associations organisent des événements auxquels tout un chacun peut réfléchir, échanger et se mobiliser pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce soir, dans cette émission, nous allons faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire sur la question de la place des femmes dans la société. Et si le temps nous permet, nous passerons également en revue l'actualité de l'heure. Mon invité de ce soir, c'est une grande dame, une femme forte, une femme dynamique, intelligente. Elle est avocate, elle œuvre aussi en politique. C'est une femme qui se bat aussi pour l'autonomisation de la femme et la participation de la femme dans la politique, dans la vie politique. Il s'agit de Maître Arlette Odia. Madame Odia, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Bonsoir, merci. Comment allez-vous? Je vais bien, surtout avec votre invitation. Ok, c'est la toute première fois pour vous de passer dans cette émission. Un réel plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Comme je venais de le dire tout à l'heure avec vous, Madame Odia, nous allons parler des droits de femmes, puisque vous êtes une femme de droit, vous êtes avocate. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, parlez-nous un peu de vous. De votre parti politique, parce que vous avez créé un parti politique, et de votre combat. Puisque c'est la première fois pour vous de passer dans cette émission, c'est une question de vous faire connaître auprès de tous les téléspectateurs des Tac au Tac qui nous suivent en ce moment précis. Merci Madame Nicole. Pour beaucoup de compatriotes, notre structure, les collectifs pour le développement et l'unité du Congo, est un parti politique. Alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est une ASBEL. Ah, c'est une ASBEL. Voilà, c'est un mouvement. Et nous sommes affiliés au PPRD depuis mais vous finirez par devenir un parti politique puisque nous sommes pendant la période électorale. Cela n'est pas vraiment l'objectif pour le moment. Nous croyons en la vision du président Joseph Kabila. Nous pensons qu'il a vraiment jeté les bases solides pour la vie de la nation congolaise, voire même la survie. Hier, on parlait de la démocratie, mais pas vraiment, on n'avait tellement pas senti cela jusqu'avant la constitution de 2006, je voulais dire. Alors, à partir de ce moment, on a vu l'engagement du président Kabila de constituer dans ce pays une majorité, une opposition, l'opposition avec des droits et des devoirs, la majorité avec des droits et des devoirs. On a vu beaucoup de réformes pratiquement dans tous les domaines et pendant on devrait nous lancer sur le chemin du développement de notre pays, et ben, la clochette a sonné, son mandat s'est épuisé, il devait partir, il est parti et ceux qui sont venus n'ont pas accepté de continuer. Mais vous étiez dans l'Union sacrée, je souligne aussi. Pas du tout. Nous n'étions pas avec Vidé Chimanga. Oui, c'était au cash. On a quitté la famille politique du président Tshisekedi juste au moment de la création de l'Union sacrée. Voilà. Parce que pour nous, c'était une structure qui se fondait sur la violation de la Constitution. Le président Tshisekedi avait donné les motivations qui lui poussaient à rompre la coalition FCC-Cash en vue de la création de l'Union sacrée. Et parmi ces motivations, on se souvient bien qu'il s'agissait notamment du fait qu'il y avait une majorité qui ne lui permettait pas d'implémenter sa vision. Alors, les cas étaient pris en charge par la Constitution. Quand un président de la République n'a pas de majorité, il dissout l'Assemblée nationale, il convoque des élections anticipées en vue de se constituer une majorité parlementaire. Malheureusement, le président Tshisekedi avait préféré passer par des raccourcis et lesquels raccourcis violaient. Vous n'avez pas été d'accord? Nous n'avons pas été d'accord. Cela a fait que nous nous sommes retirés du cash. Nous avons œuvré pendant quelques mois comme une structure apolitique, autonome et indépendante. Et puisque notre combat est toujours un combat politique, il nous fallait à un certain moment choisir un parti politique. Et vous avez choisi le PPRD. Seulement le PPRD. Bon, vous avez vos raisons. Alors, pourquoi faites-vous la politique?
bien que votre structure, c'est une ASBL, mais vous êtes quand même allié à un parti politique. Vous êtes déjà dans la politique d'ailleurs. Pourquoi faites-vous de la politique? Est-ce par conviction ou bien c'est juste pour ramasser beaucoup d'argent? Il paraît que la politique paye bien. Ah, mais si c'était seulement il y a un engouement de jeunes dans la politique. On le voit passer dans des chaînes de télévision, sur des plateaux de télé, pour communiquer, pour des individus. Moi, j'appelle ça des individus, non pour la nation. Ces jeunes ne parlent pas vraiment au Congo. Il paraît que ça paye bien. Malheureusement, pour l'instant, les gens font la politique justement pour se remplir les poches. C'est pas le cas avec vous. Pourtant, faire la politique, c'est extérioriser la détermination et la volonté qu'on a à apporter la solution aux problèmes de la communauté, aux problèmes des autres. C'est supposer que vous avez en partie résolu vos propres problèmes. Le problème peut-être de manger, de se vêtir, le problème de se faire soigner. C'est pas ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on voit, malheureusement. Les gens viennent s'enrichir dans la politique. Oui, malheureusement. Et si nous étions de ceux-là, croyez-moi, on serait resté au sein de l'Union sacrée. Les motivations qui nous ont amenés en politique, c'est le dysfonctionnement au niveau de l'appareil judiciaire, essentiellement. Parce que moi, je suis avocate, je suis en contact avec les citoyens congolais, je vois comment leurs droits sont manipulés au niveau des instances judiciaires. On vous accuse aussi de beaucoup. Voilà. Les femmes de droit et la justice, en tout cas. Il y a cette lenteur-là dans la justice pour faire des choses, c'est compliqué. Oui. Vous voyez, quand on parle de justice, on parle d'un appareil. Et un appareil, il faudrait qu'il soit entretenu, qu'il ait de la maintenance, de sorte qu'il soit toujours performant et efficace. Mais s'agissant de l'appareil judiciaire, avec l'arrivée au pouvoir du président Joseph Kabila, on a vu des réformes. La Cour suprême de justice est allée de la Cour suprême et s'est éclatée. Cour constitutionnelle, Conseil d'État et Cour de cassation. Il y a eu les régimes disciplinaires qui étaient mis en place, tout ça pour amener, n'est-ce pas, cet appareil judiciaire à fonctionner convenablement. Il eût fallu que le président Tshisekedi, avec son avènement, que cet appareil judiciaire soit davantage entretenu, de sorte que ça apporte suffisamment de solutions aux problèmes des Congolais. C'est ce qui m'avait emmené en politique. Avec un nouveau régime qui commençait, je me disais que je pouvais rejoindre ce camp politique de sorte à résoudre les problèmes que je voyais et que je vivais même. Mais malheureusement, vous avez vu comment ils ont utilisé l'appareil judiciaire contre les intérêts des adversaires politiques. Surtout avec le procès 100 jours là, c'est compliqué. Voilà. Mais les gens qui sont arrêtés et puis après c'est fini, bon, on ne sait pas, on ne comprend rien. Nous, on n'a pas fait le droit. Vous nous embrouillez un peu. Il y a un monsieur qui m'a dit, avocat de bazo bomamboko, bato droit, bato français mingi. Je ne pense pas. C'est seulement l'État, la manière dont cet État fonctionne, c'est celui-là qui est à la base de la destruction de notre société. La société elle est totalement déstructurée et cela est regrettable. Mais non, le fait déjà que l'appareil judiciaire n'apportait plus les solutions aux problèmes de société, bien au contraire. L'appareil judiciaire a apporté d'autres problèmes, notamment l'arrêt qui a donné droit aux députés de changer les camps politiques comme ils voulaient, en violation des lois de la République. Alors j'avais compris que ma place n'était pas dans le camp du président Tshisekedi. Et c'est pourquoi les partis politiques naissent comme des champignons, en lieu et place des entreprises. Les jeunes sont toujours en chômage. Et ils deviennent maintenant les porte-mallettes de politique, et puis faire des tchalélos. Qu'est-ce qu'on voit? Ce sont des photos. Chacun, vous verrez, à peine que quelqu'un s'engage en politique, il y a sa photo, la photo du président de la République. Et c'est ça, faire la politique, c'est donc eux. Et ce n'est pas correct. Nulle part ailleurs, c'est moi chez nous en Afrique qu'on voit tout ça. Mais surtout au Congo. En RDC. Et surtout en RDC. Donc, le nouveau régime a tellement fait pousser des antivaleurs. On va de mal en pis. La société est déstructurée. Vous savez que le président Tshisekedi lui-même l'a dit. Alors que la Constitution de la République consacre le principe de la continuité de l'État, lui a parlé du déboulonnement ou du déboulonnage. Ça veut dire que pour lui, il est venu déstructurer l'État et c'est ce que nous vivons. Non, il a parlé du système dictatorial. Non, on ne peut pas déstructurer un système à partir du moment où
le visionnaire est parti. Quand le président Kabila a quitté la présidence de la République, de manière automatique, son système est parti. Il ne faut pas confondre les systèmes avec les individus. Ce n'est pas par la présence de certains qui avaient travaillé avec le président Kabila ou la présence de ceux qui étaient recommandés par le président Kabila que l'on pouvait dire que le système Kabila est resté. Non, si le président Tshisekedi a dit que le système Kabila devrait être déboulonné en dépit du fait que Kabila était parti, ça veut dire que Tshisekedi n'avait aucun système. Il est venu bras ballants au sommet de l'État. La conséquence, c'est qu'il a pensé qu'il devait encore mener une lutte qui n'avait pas de raison d'être. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on se sent à l'aise de militer auprès du président Joseph Kabila, et nous sommes convaincus. Et pourtant, on l'accuse d'avoir rien fait, d'avoir détruit ces pays pendant 18 ans. Hein. Mais il est accusé de tout, Kabila. À tort, à tort. Et son silence a beaucoup aidé à ce que la lumière puisse chasser l'obscurité qui était installée ou instaurée par l'opposition de l'époque, ça veut dire le parti de Étienne Tshisekedi et de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, avec beaucoup plus de recul, les gens ont compris qu'il y a eu des réformes dans tous les secteurs. Félix Tshisekedi va quitter la présidence à la fin de cette année, mais il n'a fait aucune réforme. On va en parler. Vous êtes avocate également. Et je peux savoir, ce qui vous a poussé aussi à être avocate? C'était par choix ou bien vous avez été victime d'une injustice sociale, alors vous avez voulu vous venger? Bon, d'abord, je suis enfant de magistrat. Ah, d'accord. Ça veut dire que déjà dès les bas âges, j'avais commencé à prendre le goût pour la magistrature et pour l'avocature. Quand j'ai fini mon cursus académique, les concours des magistrats n'étaient pas encore prêts. J'ai dû présenter le concours d'avocat et aujourd'hui j'ai pris le goût, si bien que je ne rêve plus d'être magistrat. Ah, d'accord, c'est une très bonne chose. Ah, bien. C'était là un petit biscuit de l'émission, un hors d'œuvre, comme je l'appelle si bien, pour mettre un peu mon invité à l'aise. C'est ça, d'accord. Maître Arlette Odia, nous sommes déjà pendant le mois de la femme en RDC. Le thème du 8 mars porte sur les numériques, la paix, l'autonomisation des femmes et des filles. Que pensez-vous du thème au niveau national, du thème choisi au niveau national? Ça, c'est parce que là, c'est au niveau national. Je pense que, contrairement aux années précédentes, où on était pratiquement dans la routine, ce thème cadre avec les réalités du moment. Vous voyez, avec le succès qu'a aujourd'hui les réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram, c'est des médias dans lesquels les jeunes filles sont beaucoup plus actives. Je pense Facebook, je pense qu'il est vraiment temps que nous puissions sensibiliser ces jeunes filles, parce qu'à travers ces réseaux sociaux, on voit certaines qui hier étaient vraiment dans la timidité, quitter cette timidité, essayer d'inventer certains concepts, de faire quelques petites vidéos où elles sortent carrément de la timidité. Il faudrait alors que l'intelligence congolaise capitalise cet effort de plus. Des jeunes dames, de jeunes filles ont vu que les numériques poussent aujourd'hui ou bien servent à ce que la femme s'intègre aussi dans la gestion de la République. Mais il y a plusieurs choses qui se passent sur Internet, puisque nous parlons numérique. Il y a des femmes qui sont exposées aussi, qui sont insultées, et surtout les femmes journalistes, politiques, et qui ne sont pas protégées, qui est censé protéger les droits de toutes ces femmes. Mais l'État, je vous ai dit qu'en ce moment, l'État est presque inexistant dans notre pays. On ne sait pas ce que fait le président Tshisekedi et tous ses collaborateurs au sommet de l'État. Vous ne savez pas ce qu'il fait? Absolument pas, parce que vous vous plaignez autant que d'autres se plaignent. L'État est absent
Et c'est là dans tous les domaines. Vous allez dans le domaine économique, on ne sait plus maîtriser les prix, on ne sait plus maîtriser la dévaluation de la monnaie. Vous allez dans le secteur de la justice, les gens pleurent, même de la communication aussi, puisque nous parlons numérique, il y a augmentation des prix des unités. On n'en parle pas, on ne sait pas c'est dû à quoi. On dit le numérique, oui, les femmes doivent être sur le net pour apprendre tout ça, mais de nos jours, ça coûte trop cher. Ça coûte cher et c'est pour ça que nous en parlons. Ça tombe bien que nous soyons en une année électorale. Ce sera un canal que nous allons utiliser pour sensibiliser les Congolais sur sa souffrance qui est devenue inacceptable. Mais les Congolais ne revendiquent pas, même s'il y a augmentation des prix au marché, les femmes sont là, les paniers des ménagères de femmes, c'est devenu compliqué. On appelle même le sachet, ce n'est plus le panier, aujourd'hui c'est le sachet. Cela a quand même une explication. Les femmes souffrent quand même. C'est que le président Tshisekedi est le produit d'une alternance. Vous savez, quand vous arrivez à l'issue d'une alternance, ça veut dire que la population, elle a tendance à être patiente et compatissante. C'est vrai qu'aujourd'hui, de moins en moins, elle demeure patiente. Les Congolais sont maintenant pressés de voir les prochaines élections se tenir, ont vu de se doter d'autres dirigeants et d'autres leaders. C'est ainsi que vous le voyez, n'est pas peut-être revendiqué à temps et dans la forme qu'il faut. Mais nous, en tant qu'acteurs politiques, les membres de la société civile qui sont supposés porter haut la voix des Congolais, ils le font. Vous savez, un ventre affamé n'a point d'oreille. Vous pouvez à un certain moment manquer de tout au point de ne même pas avoir des forces pour vous défendre. C'est dans cet état que se retrouvent les Congolais. Mais à ce jour. Mais s'agissant des élections, croyez-moi, que si elles ne se tiennent pas à la fin de cette année, nous allons contraindre ces gens à libérer l'espace. On va en parler tout à l'heure. Alors, quel bilan faites-vous de l'action de la femme pour son épanouissement et parité avec l'homme? Je pense que la situation, elle est stationnaire. À un certain moment, il y avait eu de l'évolution. De l'évolution, c'est que la femme, elle était vraiment ignorante de ses droits. Je pense qu'à partir de 2006, on a vu la ministre Marie-Ange Lukiana, voilà, qui a commencé par lancer carrément la journée du 8 mars et les gens ont commencé à comprendre, les femmes, même celles qui ne pouvaient pas avoir accès à l'information, ont commencé à comprendre que la femme a des droits, qu'elle doit les défendre, ainsi de suite. Nous avons évolué jusqu'à un certain moment quand la ministre Geneviève Inagosi avait pensé que c'était déjà suffisant ce qu'on avait fait autour de la sensibilisation de la journée, qu'il fallait maintenant mettre de côté la conception de la fête du 8 mars à travers le port du pagne. Elle a supprimé le port du pagne pour que nous soyons beaucoup plus dans la réflexion. Mais après, il n'y a plus eu d'évolution. Il y a eu une cassure et ça nous oblige à mener le combat autrement. Aujourd'hui, nous le menons autrement dans le sens que nous sensibilisons la mère et la jeune mère à éduquer les enfants. Quand un enfant est bien éduqué, il a des valeurs morales suffisantes. Il a des valeurs religieuses. Ces valeurs qui lui poussent à distinguer le bien du mal, à combattre le mal et à soutenir le bien. Vous verrez que dans les années qui vont suivre, il y aura une génération de femmes qui feront la politique autrement parce qu'aujourd'hui, il y aura des mères qui se seront engagées à investir beaucoup plus dans l'éducation des enfants. Donc, vous estimez qu'il n'y a pas eu avancée ou recul dans le combat que mène la femme? En tout cas, depuis que le régime du président Tshisekedi a commencé, nous n'avons pas compté des avancées. Pas du tout. Depuis qu'il est là, la journée du 8 mars, c'est une journée tout simplement des célébrations. Il y a quand même représentativité aussi des femmes dans les institutions. On a nommé plusieurs femmes. Mais Soufachi quand même. Pour moi, cela n'est pas une avancée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a plus besoin des femmes qui s'engagent en politique, non pas parce qu'on les a poussées de les faire, mais parce que c'est une vocation personnelle. C'est un combat.
c'est une révolution. C'est dire que voilà, il y a tel aspect de choses donc, qui marchent mal. Donc, selon vous, les femmes qui sont là, la plupart des femmes ont été poussées? Pour la plupart. Parce que quand vous menez un combat, on vous connaît par votre propre nom. Aujourd'hui, vous n'allez pas présenter Mme F. Bazaïba. Non. Parce qu'elle a mené un combat. Il y a des dames qu'on sait identifier par leur nom. Elles ont mené des combats pour arriver où elles se situent. Vous m'avez présenté, vous voyez comment je mène un combat. De sorte que demain, peu importe où je passerai, que ce soit mon travail qui me présente plutôt que les propos des gens. Mais combien sont dans ces gouvernements des femmes que nous connaissons par leur nom? Elles vont passer ici, personne ne saura les identifier si elles n'ont pas un policier derrière. C'est ainsi que moi je considère. Donc les femmes sont toujours derrière les hommes. Hein. C'est ça, dans des partis politiques, les femmes ne sont pas vraiment considérées. Bon, je ne veux pas trop condamner parce que vous êtes dedans, les femmes. Les constats que vous faites. Je constate aussi bien pour les femmes que pour les hommes que la politique aujourd'hui n'est plus une question de combat. Aujourd'hui, la politique, c'est une question de chanter Fatih Béton, on vous met au gouvernement. Vous y faites une année. Comme à l'époque de Kabila aussi, on chantait Kabila aussi. Hein. Madame. Depuis Mobutu d'ailleurs, les Djalelo là, c'est depuis Mobutu, mais ça ne change pas. Je suis d'accord, mais il faudrait que l'on vous place quelque part. En plus, peut-être d'avoir chanté comme vous le dites, mais que vous soyez aussi démarqué dans votre domaine ou dans votre milieu. Mais ce que nous vivons de nos jours, c'est que des gens qui ne se sont démarqués nulle part, mais qui se retrouvent au sein des institutions de la République. Vous savez, en politique, la personnalité de l'autorité compte. Quand vous êtes là, vous êtes une autorité et vous n'avez aucun repère, personne ne peut vous identifier à travers vos réalisations, et bien vous ne ferez rien pour ces domaines, vous ne ferez rien pour ces secteurs. Cela vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Combien de ces femmes qui sont au sein de notre gouvernement, en dehors de celles qu'on connaissait déjà, qui ont réussi à se faire connaître? Aucunement. C'est ainsi que je considère qu'avec l'avènement du président Tshisekedi, il n'y a pas eu d'avancée dans le secteur, dans le domaine de l'autonomisation de la femme. Et à votre avis, où situez-vous l'apport de la femme dans la vie politique, économique et sociale? Bon, l'apport de la femme dans la vie économique, elle est très perceptible, elle est très remarquable parce que même tous les matins, quand vous êtes déjà dans votre chemin pour le travail, vous verrez que les mamans, elles sont debout, elles ont des bassins, des enfants au dos, elles se battent pour nourrir ces familles. Dans le secteur politique, non. Pour le moment, c'est vraiment de la facilité. La facilité. Oui, c'est vraiment de la facilité. On ne sait pas comment les gens arrivent à obtenir de fonctions dans ce pays. Ça devient de la camaraderie. Selon qu'on est proche de l'autorité ou qu'on est loin, c'est vraiment regrettable, c'est déplorable. Pour les membres de famille, des enfants, absolument, des femmes, des épouses. On regrette vraiment, on regrette, mais nous sommes en train de militer pour que cela change. Pour que cela change. Alors tout à l'heure, vous avez parlé le port du pagne à l'occasion de cette journée. Selon vous, est-ce important? Bien que Madame Geneviève Inagossi avait dit non, c'est pas une fête de pagne, c'est une célébration, il faut réfléchir. Mais moi je trouve quand même que, bon, bien que je n'ai pas le droit de donner mon point de vue parce que je présente l'émission, mais je me dis que non, les vêtements ont toujours été un moyen d'expression, n'est-ce pas? Absolument, je suis du même avis que vous sur ce point. On reconnaît le moindre par son habit. Et la femme congolaise, on la reconnaît aussi par le pagne. Je ne vois pas pourquoi on devrait ne pas laisser la femme porter son pagne de manière particulière en cette date du 8 mars. Parce que le pagne aussi traduit la vie de celles qui le portent. De celles qui nous portent. Je pense que ce n'est qu'un seul jour de l'année. Pourquoi ne pas laisser cette habitude-là? On n'a pas imprimé des pagnes, parce qu'il y a une activité d'ailleurs, c'est le 8 mars au Palais du Peuple, où le ministre du Genre sera là. Madame la ministre, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est ce que je vous ai dit, qu'il n'y a plus d'évolution parce que maintenant la célébration du 8 mars dans notre pays, ça devient une histoire des quelques femmes qui se retrouvent, des associations.
permettez-moi encore de revenir sur les réalisations du président Kabila. À son époque, on pouvait ne pas tous être de la même famille politique, mais se retrouver autour d'une table et parler de choses d'intérêt. Il y avait cette unité quand même. Hein? Il y avait cette unité, il y avait les femmes de l'opposition, de la majorité qui se retrouvaient par exemple qui se mettaient ensemble dans le centre de concertation CAFCO, qui se retrouvaient dans plusieurs... Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous pensez qu'on est divisé? Absolument, absolument. Le pape François en a parlé. Il n'y a pas seulement le tribalisme qui est devenu inter, il y a carrément la division. Quand vous croisez les femmes de la majorité dans les couloirs, mais c'est très rare de se saluer, madame, parce qu'on pense que dommage, nous sommes devenus des ennemis. Et pourtant, vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes des adversaires politiques. L'UDPS, déjà hier, dans l'opposition, avait cultivé ces choses-là. Quand les femmes de la majorité et de l'opposition s'est retrouvées quelque part, souvent les femmes de l'UDPS n'y étaient pas. C'était peut-être le MLC qui hier était dans l'opposition. Les femmes d'autres partis, l'UNC, de l'opposition qui s'est retrouvée avec celle du PPRD et de l'ancienne majorité présidentielle. Alors ces habitudes, ils les ont amenées tout en étant au pouvoir. Le tissu social s'est complètement déchiré. Les Congolais se regardent en chien de faïence. Nous ne vivons plus convenablement ensemble, comme c'était le cas il y a quelques mois ou quelques années avant l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Donc selon vous, c'est Fati qui est responsable de tout ça? C'est lui qui est venu diviser le pays? Mais c'est avec son parce que j'ai reçu un invité aussi qui prêche l'unité des Congolais. Pour vaincre les M23, on doit être unis, on doit se mettre ensemble. Et le monsieur en question a constaté qu'on était divisé, que le pays était divisé. C'est pourquoi le Rwanda en profite. Mais il dit exactement la même chose que moi. Nous sommes divisés, madame. Divisés, je vous le dis, à commencer par l'Assemblée nationale, jusqu'au tout dernier des Congolais. Et nous travaillons sur la cohésion et l'unité nationale. C'est ça le cheval de bataille au sein du parti dans lequel j'ai adhéré, le PPRD. Et nous militons vraiment pour des bonnes élections. Pour des bonnes élections. Voilà, on va parler des élections et puis de la guerre dans l'Est du pays rapidement. C'est toujours la guerre dans l'Est du pays, c'est toujours la femme qui en souffre. Qu'il faut-il faire pour restaurer la paix dans ce coin du pays? Parce que les femmes sont violées, victimes des agressions, tout ça. Et la guerre, c'est pas seulement dans l'Est du pays. À Kwamout aussi, les femmes sont vraiment maltraitées. Il y a même des groupes de rebelles là, dans la partie Est, qui maltraitent les femmes. Codeco ou Cadeco, je ne sais pas. J'ai vu une vidéo là qui m'a fait vraiment très mal, en train de frapper les femmes, tout ça, déshabiller les femmes, tout ça. La femme vraiment est victime de beaucoup de choses. Qu'il faut-il faire pour changer cette situation? Il faut consolider d'abord la cohésion nationale et l'unité des Congolais, parce qu'elle a été fragilisée, comme je venais de le dire. Il faut respecter les principes applicables dans un État démocratique, c'est-à-dire que la majorité a son rôle à jouer, l'opposition ainsi que la société civile. À partir de ce moment, la majorité saura qu'il y a des voix contraires à la leur qui doivent être entendues. Quand l'opposition et la société civile vous disent que l'état de siège n'est pas une solution appropriée et que la province doit normalement être gouvernée par des politiques et que les militaires jouent leur rôle de défendre les territoires nationaux, les policiers leur rôle de sécuriser les citoyens et leurs biens, il faut les écouter. Quand l'opposition et la société civile vous disent que l'EAC, le déploiement de la force régionale n'est pas efficace pour militer contre l'insécurité dans l'est de notre pays et que d'ailleurs les membres de cette organisation sous-régionale sont pour la plupart les ennemis de notre cher et beau pays, il faut les écouter. Mais eux n'écoutent personne. C'est ça la cause des maux qui nous rongent au niveau de l'est du pays. C'est encore pour ça que je profite de l'occasion de sensibiliser cette population qui est meurtrie en leur disant que nous sommes en train de travailler et dans un futur très proche, nous mettrons fin à cette mauvaise gouvernance au sommet de l'État. D'accord. Parlons à présent de la visite du président français à Kinshasa. Emmanuel Macron semble être indésirable en République démocratique du Congo. Le voyez-vous, vous aussi? Et comment trouvez-vous cette antipathie
envers le président français? Je pense que tout est parti de comment il a été présenté par ceux qui nous dirigent. Hein. Vous savez que nous sommes dirigés par des personnes citoyens s'y opposent quand même. Hein. D'abord, il faut dire que nous sommes dirigés par des personnes versatiles. Ils peuvent aujourd'hui défendre une chose, le lendemain défendre totalement le contraire. Aujourd'hui, ils disent aux Congolais, voilà l'ennemi du Congo, c'est Emmanuel Macron. Et les Congolais développent cette antipathie contre et les Français et le président français. Et 2 ou 3 jours après, on voit le communiqué du secrétaire général de l'UDPS pour dire, voilà, allez-y, réservez un accueil chaleureux au président français Emmanuel Macron. Mais finalement, plus personne ne comprend quelque chose. Et vous savez que la masse, elle n'a pas d'état d'âme. Ben, on reproche Macron d'être du côté de Kagame. Du Rwanda. Ici, il est du côté de Kagame. Peut-être que c'est là qu'il tire ses intérêts. En matière d'État, c'est plus les intérêts qui dirigent ou qui dominent. Il faudrait que la RDC sache aussi définir ses priorités, identifier son intérêt et militer en vue de sa population. Et sa visite va changer quelque chose par rapport à la guerre dans l'Est du pays? Mais à partir du moment où notre gouvernance est mauvaise, vous avez suivi le secrétaire permanent du PPRD, Ramazani Shadari, qui dit que le problème du Congo, c'est le président Tshisekedi. À partir du moment où lui n'a pas changé sa façon de faire, sa façon d'être, tous ceux qui seront nos visiteurs n'apporteront rien. On a reçu le pape François, on a reçu le roi d'Angleterre, on a eu plusieurs autres dans ce pays. Est-ce qu'après il y a eu des changements? Non, c'est à cause de la conduite et de la façon d'être du président de la République. Ah bien, processus électoral à présent, les élections pourraient être reportées suite à l'insécurité dans l'Est du pays. Et Fachi l'a dit dernièrement à Genève. A-t-il raison ou non lorsqu'il dit que les élections pourraient être hypothéquées? Mais cela ne surprend personne, madame. Nous, au PPRD, avions déjà dit que le président Tshisekedi n'est pas dans la logique d'organiser les élections. Sinon, il n'accepterait pas d'investir une CENI illégalement constituée. Nous avons des places non occupées. C'est ce qui se passe actuellement avec des imprimantes, des matériels de la CENI, on retrouve partout. Il y a même les enrôlements des électeurs qui se font à domicile. Tout ça, on a des vidéos qui circulent. Bon, on ne comprend pas. En politique, ça s'appelle de la provocation. La majorité provoque les Congolais. Ils provoquent l'opposition, ils provoquent la société civile. Déjà qu'au sein de cette CENI, nous de l'opposition ne sommes pas représentés. Mais en plus de cela, c'est des machines que l'on retrouve ça et là, c'est des kits des cartes, la vente des cartes vierges à Cabinda, oui, j'ai suivi sur Top Congo. Ça et là, c'est du jamais vu ça. Cela traduit l'idée que le président Tshisekedi on aura des élections chaotiques. Il ne veut pas organiser ces élections. Ce n'est pas question de vouloir des élections chaotiques. Même des élections chaotiques. Des kits volés au Katanga. Même des élections chaotiques ne ramèneraient pas le président Tshisekedi au sommet de l'État. Ils ne veulent carrément pas des élections, pensant que, comme en 2016, les élections ne se sont pas tenues et que Joseph Kabila est resté au sommet de l'État, en 2023, elles ne se tiendront pas. Félix Tshisekedi restera au sommet de l'État. Mais les circonstances sont totalement différentes. Hier, le président Kabila a appelé l'opposition aux élections. C'est l'opposition qui ne voulait pas. Aujourd'hui, c'est nous de l'opposition qui appelons aux élections. C'est la majorité qui ne veut pas. Et bien, les résultats ne seront pas les mêmes. Ça devient compliqué. Au cas où il n'y avait pas des élections, qu'allez-vous faire? Mais attendez voir ce moment. On doit privilégier la paix ou les élections? Madame, parce que ce qui se passe dans l'Est du pays aussi demande beaucoup de moyens. La question est résolue par la Constitution. À la fin d'un mandat, il y a 2 articles clés qui sont d'application. Soit l'article 5 qui permet aux Congolais d'opérer de nouveau leur choix, soit l'article 64 qui permet aux Congolais de chasser celui qui n'a pas pu organiser les élections. Donc attendons voir. Ou peut-être qu'il y aura des négociations, on ne sait pas, avec les politiques, tout est possible. Nous ne voyons pas cette hypothèse parce que tous les acteurs politiques savent que celui qui dirige le pays aujourd'hui ne sait pas constituer des accords et quand il les constitue, il ne les respecte pas.
aucun acteur politique n'a aujourd'hui besoin de conclure un accord quelconque avec Félix Tshisekedi. Nous allons appliquer la Constitution. Si ce n'est pas l'article 5, ce sera l'article 64. Ok, alors un dernier mot de la fin. Nous sommes déjà arrivés, on nous signale que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Hein, 35 minutes, c'est pas beaucoup. Alors, un dernier mot à toutes les femmes qui vous suivent en ce moment, des femmes de l'Est, de partout, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et une autre question, pourquoi cet écart entre la femme rurale et la femme urbaine? Il y a vraiment un écart. Hein? Oui, il y a un écart. Et puis avec les thèmes là en français, le numérique, est-ce que maman pour là-bas comprendre? Bon, je pense que même compliqué. Au niveau des provinces, les autorités provinciales vont peut-être aussi se battre pour avoir un thème ou un sous-thème qui va le plus cadrer avec la réalité sur terrain. Mais parlant du mot de la fin, je souhaite un joyeux mois de mars à toutes les femmes du Congo. J'invite par cette occasion les mamans de veiller sur l'éducation de leurs enfants. Ce sont eux qui vont constituer la relève demain. Et je demande aux autorités de prendre toutes les dispositions pour faire taire les armes à l'est du pays et que aussi bien la femme rurale, la femme citadine, la femme de l'Est, de l'Ouest et la femme congolaise en général se sentent protégées. Merci beaucoup, Maître Arlette Odia. C'était là une émission spéciale Mois de la femme avec Maître Arlette Odia qui est venue répondre aux questions de Tac Tac Magazine. En tout cas, merci d'être venu. Revenez quand vous voulez. Hein. Ce n'est pas la dernière fois en tout cas. Prochainement, nous parlerons plus politique. Hein. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine et surtout, bon mois à toutes les femmes. Bon mois de mars à toutes les femmes.